Greg, tu trouves pas que c'est super dangereux Internet? Bah, ça va, Rémi, c'est juste des informations. Non, 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 mais tu sais, il y a des terroristes qui achètent des bitcoins, des jeunes qui savent plus écrire et parler, et même pire, il y a des gens qui insultent et qui disent du mal de Star Wars. Ah, mais attends, t'es sûr que c'est vérifié tout ça, Rémi? Ouais, 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 carrément. Et ça, si c'était pas le cas, je vois pas pourquoi notre gouvernement français serait sur le coup en voulant sécuriser l'Internet. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Rémi. Salut Greg, comment ça va? Bah ça va très très bien. Tu m'as manqué Rémi. Ah bah toi aussi, toi aussi. Mais nos Ouais. vies, trop busy, ont fait que, Et oui, voilà, on a fait une petite pause. on va s'améliorer. Ça va en fait, t'as des podcasts qui font des pauses de 6 mois, 1 an, nous ça va, Exactement, on a ouais. juste loupé 2 semaines quoi. Ça va, franchement, c'était les vacances de Pâques en retard, on a fait. Mais oui, c'est ça, on est fonctionnaires. Qu'est-ce que je Exactement, dise? exactement. Non, toutes les personnes fonctionnaires qui nous écoutent, c'est pas une Oui, vanne, hein. non. Vous avez raison. Donc, bon, et puis, et que vous soyez fonctionnaire ou pas, on voudrait juste vous remercier quand même de nous écouter si régulièrement et toujours plus nombreux. Voilà, s'il y a des sujets que vous souhaitez nous voir traiter, n'hésitez pas. On est complètement preneur. D'autant que effectivement, ce qu'on disait avec Rémi, c'est que on a beaucoup aujourd'hui de sujets qui tournent autour de l'IA, autour Ouais, de ces choses-là, et donc on est assez preneur de nouvelles thématiques. Donc voilà, si vous avez ça en stock, on prend en tout cas. absolument. Parce que si vous nous laissez pas, enfin, si vous nous laissez faire, il y a un moment, là, on se retient de parler que d'IA sur, enfin, voilà, tous les sports, et de temps en temps de crypto et de NFT, forcément, je suis là. Mais voilà, c'est très difficile. Donc, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on creuse, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit message. Vous avez tous les liens dans la description du podcast. Donc voilà, on est à dispo et ça nous fera plaisir aussi d'être sûr que notre audience est intéressée par ce qu'on raconte. Exactement. Alors du coup, de quoi on parle aujourd'hui, Rémi? Ah, d'un très vaste sujet. C'est notre ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, qui a lancé la semaine dernière un projet pour sécuriser et réguler l'espace numérique. Donc en gros, c'est encadrer Internet. Donc voilà, c'est un peu l'arlésienne, c'est un peu rigolo. Vaste Donc on va parler, projet. voilà, très très vaste projet. J'aime beaucoup. C'est un peu, enfin, il a fait un joli thread Twitter, c'est comme ça que je suis tombé dessus, qui faisait un petit peu, nous, la France, on va pas laisser passer ça, on va faire la ligne Maginot d'Internet. Voilà, bon courage Ok. les gars. Il a fait ça sur Twitter quand même, hein. Il a fait ça sur Twitter, c'est vrai. C'est Ok, vrai. bon. C'était peut-être la provocation, non, je pense qu'il a pas compris la portée je pense qu'il n'y avait pas De de sous-texte. sous-entendu ou de Ok. sous-texte. Ouais, très terre à terre. Ok, mais du coup, qu'est-ce qui lui prend en fait à Jean-Noël Barrot et qu'est-ce qui le motive? Parce qu'il y a certainement Alors, de très bonnes raisons. exactement. Ça vient pas d'un Caprice. soudainement comme ça, le mec s'est pas levé en disant vas-y, il faut qu'on sécurise tout ça. Après, s'être fait arnaquer avec un email d'un mec qui lui a dit bonjour, j'ai un grand-oncle en Afrique qui est mourant, envoyez-moi 10 millions de dollars. Je pense pas que c'est ça. En fait, c'est qu'au niveau européen, on a deux réglementations qui sont passées, donc dans la poursuite de ce qu'on avait fait pour RGPD. Le DMA, Digital Market Act. Alors, je sais plus, est-ce que j'ai marqué non, De mince. quoi? Donc Si, c'est le ça, hein. DMA, c'est ça, Digital Market Act. Et Ouais. l'autre DSA pour Ah, Digital, service? ouais, Service Act, peut-être, je sais plus. Attends. Bref, en attendant que tu cherches, je vais vous expliquer. Le DMA, c'est quoi? C'est mieux encadrer les activités économiques des grandes plateformes. C'était Et Service donc, Act, c'est bon. ouais, Digital Service. Ah oui, pour le deuxième. Donc DMA, Pardon, c'est ouais. Digital Market Act. Exact. Euh, et en fait, ce DMA, c'est vraiment un moyen de trouver comment est-ce qu'on pourrait plus encadrer les GAFAM. Les GAFAM ne sont absolument donc Google, Amazon, etc., c'est eux qui proposent la majorité des services, ou en tout cas qui sont ce qu'on appelle, ce qui sont nommés des contrôleurs d'accès, parce qu'en fait, ces plateformes sont devenues des passages obligés si vous voulez aujourd'hui bénéficier de tous les avantages d'Internet. Par exemple, si vous allez sur Internet, vous cherchez quelque chose, il y a des fortes chances que vous alliez sur Google. Vous voulez acheter un truc, il y a des fortes chances que vous allez sur Amazon. Réseau social, Facebook, enfin, c'est devenu des énormes portails, comme à l'époque des années 90 où on avait des portails qui nous permettaient d'accéder à tout. Là, on est revenu un petit peu sur ces plateformes qui dominent tout.
Donc cette réglementation, l'idée, c'était vraiment de pouvoir fluidifier ça et en tout cas essayer d'empêcher au maximum d'avoir des abus de position dominante. Et le deuxième, le DSA, il modernise une directive des années 2000 sur le commerce électronique, donc qui n'a pas été changée. Donc ça fait 23 ans que ça n'a pas été changé. Et lui, ça va être plutôt sur la partie contenu et produits illicites. Donc pour la partie contenu, ça va être les contenus haineux, pédopornographiques, terroristes, et pour les produits illicites, les armes, les contrefactions, etc. L'idée, c'est plutôt d'harmoniser, que tous les pays européens aient la même législation pour pouvoir gérer ça de façon plus complète. Et donc voilà. Et à partir de ça, ils ont aussi discuté avec des parlementaires français sur le sujet. Apparemment, le Conseil national de la refondation a aussi planché sur ce sujet-là. Donc voilà, à creuser, parce que c'est la première fois que j'entends qu'ils font quelque chose. Et donc, à partir de ces calques-là, Jean-Noël Barrot a du coup proposé, alors c'est pas encore une loi, hein, c'est plutôt des prémices de loi, sur 4 axes pour essayer de sécuriser et réguler, rendre plus pour la partie sécurisée, donc rendre plus safe nos expériences, notamment pour les enfants, et réguler ces énormes acteurs qui finalement empêchent la naissance de nouveaux acteurs européens ou français en particulier. C'est intéressant ce changement de posture, Rémi, même si c'est pas fait du jour au lendemain. C'est que pendant des années, t'as l'Europe et puis la France en particulier qui a essayé justement de proposer des alternatives à ces géants du numérique. Là, ils ont bien compris. Enfin, pour moi, c'est aussi un aveu d'échec et on a lâché l'affaire là-dessus. Ouais. On n'aura plus d'acteurs, on n'aura pas d'acteurs sur ces sujets-là. En tout cas, on n'est pas en mesure de se projeter là-dessus. Du coup, on va essayer de contrôler et finalement d'avoir plus de maîtrise sur ce que font ces acteurs sur notre territoire. Complètement. Et l'Europe, pour le coup, c'est marrant parce qu'elle est vue un petit peu en précurseur sur ces réglementations. Parce que, ok, on n'est pas très grand, mais n'empêche qu'on est un marché hyper important parce qu'on est 200 millions et quelques, avec plutôt riche par rapport au reste du monde. Donc on a un marché dont finalement les GAFAM ils ont pas envie de se passer quoi. Au niveau numérique, on est hyper connecté, c'est un marché intéressant. Et donc là où l'Europe a fait quelque chose, je me souviens, je sais pas si tu te souviens, le RGPD en 2017-2018. Moi, je travaille en marketing digital, donc on était hyper impacté sur les sites et c'était hyper pénible de dire maintenant il faut contrôler toutes les données des utilisateurs. Même si, au fond, ça va dans le bon sens, ça va dans la protection de la vie privée de tous les utilisateurs, donc c'est positif. Et depuis, la Chine est en train de lancer son RGPD, la Californie a lancé son RGPD, et du coup, ça essaime comme ça. Et l'autre exemple qu'on a, c'est le MiCA, qui est, alors je sais plus ce que ça veut dire, beaucoup d'acronymes. En tout cas, je sais plus si c'était une règle, une directive ou bref, ou des lois qui viennent juste de passer, qui ont été adoptées à l'Assemblée européenne et qui ont pour but d'encadrer tous les échanges de cryptoactifs. Okay. Donc les bitcoins, Ethereum, etc., etc. Et ça, pareil, ça, du coup, on peut se dire non mais c'est pas bien les réglementations, mais n'empêche que la réglementation, l'avantage, c'est que ça donne un cadre. Et là, aux États-Unis, on a pas mal de grosses entreprises du secteur. Je pense à Kraken ou Coinbase, peut-être Coinbase, ça dit quelque chose, qui sont les gros acteurs, qui sont en train d'hésiter à partir des États-Unis, donc pas à quitter totalement, mais en tout cas à sortir pas mal de choses qu'ils faisaient avant aux États-Unis, parce que la réglementation aux États-Unis sur les crypto-actifs, elle n'est pas du tout claire. Et donc, ils prennent le risque de faire des choses illégales parce que c'est pas. Et donc, ils commencent à bien regarder l'Europe parce que au moins le cadre est clair, donc on sait ce qui est possible, pas possible. Et donc, c'est vrai que c'est là pour une fois, on se dit l'Europe est plutôt à un angle intéressante sur cette réglementation qui sont utiles parce que c'est aussi pro-business, donc c'est bien, tu vois, ça fait pas peur aux entreprises, les entreprises et les organisations savent ce qu'elles peuvent faire, pas faire, donc c'est aussi plus clair et plus facile de s'implémenter en Europe. Donc on a un exemple dans le monde. Une fois n'est pas coutume. Non, mais t'as raison. C'est intéressant ça. On a un exemple, effectivement, on donne le ton sur un certain nombre de choses qui arrivent. Donc c'est assez intéressant comme posture. C'est-à-dire qu'à défaut d'être à l'initiative, comme tu le dis, on reste un poids important.
Ouais. Et finalement, on reste un juste milieu entre, effectivement, si tu prends les grands équilibres, tu vas avoir les US, la Chine, la Russie. Ouais. Dans les deux derniers exemples que j'ai donnés, la liberté d'internet, on peut juste dire que c'est pas aussi développé que chez nous. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ouais. Et donc reste les US. Donc finalement, l'Europe avec son marché géant reste, donne figure d'équilibre. D'équilibre et de raisonnement, et puis de se mettre de côté utilisateur aussi. Donc, Ouais. donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a un certain écho, forcément. Ouais. Non, mais complètement. Bon, Complètement. petite digression. Ouais, mais c'est important de le rappeler parce que finalement, c'est pas. On se dit toujours, ouais, ils essayent d'encadrer les trucs, c'est relou et tout, mais en fait, c'est bien pour les utilisateurs et c'est aussi intéressant pour les entreprises. Donc, on va voir. Alors ça fait partie, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des plans pour la France, même s'ils sont adaptés du DSA et du DMA. Donc il y a 4 axes. Même si bon, moi ça me fait un peu doucement sourire. Il a fait un trade où vraiment c'était rigolo parce que Internet, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez décentralisées et que on peut pas dire ah ben non, on interdit ça parce qu'il y a plein de moyens d'accéder. Par exemple, tout à l'heure, je sais pas si pour faire une digression sur l'intelligence artificielle, je voulais tester Bard de Google, donc le chat GPT de Google, et il est pas accessible en France. Donc j'ai un VPN sur mon ordinateur, je me suis mis aux US et hop, j'y avais accès. Et donc rien que pour ça, il y a quand même plein de choses sur lesquelles on peut contourner. Mais bref, entrons dans le vif sur le sujet, qui est, j'aime beaucoup cette phrase, sécuriser et réguler l'espace numérique. Au moins, ils n'ont pas mis l'espace digital, donc ça fait plaisir. Voilà. Donc, il y a 4 points. Le premier, c'est un filtre anti-arnaque. Le deuxième, c'est la protection des enfants et la sanction des hébergeurs de sites liés à ça. Le troisième, c'est le soutien des entreprises et collectivités. Et le quatrième, c'est le blocage des sites qui sont visés par des sanctions internationales. Donc, je te propose qu'on aille voir les 4 un par un. Donc, pour la mise en place du filtre anti-arnaque, Jean-Louis Barraud, la façon dont il a approché ça, c'est qu'a priori, il y a 18 millions de Français qui ont été victimes de cybercriminalité en 2022, dont la moitié qui a perdu de l'argent. Ça me paraît énorme, mais je serais curieux de voir les montants en fait. Mais peut-être, c'est possible. Donc l'idée, c'est de créer un filtre sur lequel une organisation qui serait le ministère, donc son ministère à lui, qui fournirait aux fournisseurs d'accès Internet, donc Orange, Free, etc., la liste des sites qui sont des arnaques pour qu'ils soient bloqués au niveau des fournisseurs d'accès. Ok. Et ensuite, donc le deuxième point, ça serait donc déjà celui-là, c'est, je sais pas si je les démonte un par un, mais bref, le truc chaud, c'est qu'en fait, le temps qu'en fait un site soit vu, soit repéré comme un site malveillant, que le ministère le passe au fournisseur, que le fournisseur le mette en place, le site, il a eu le temps de créer en une dizaine, voire une centaine de sites complémentaires. Okay, ouais. L'idée est bien, mais c'est difficile. Et d'ailleurs, ça me fait penser que il y a dans toutes ces places-là, il y a aucune, ou alors j'ai loupé, mais dimension sur l'éducation des gens. Et je pense que c'est en éduquant les gens sur leur dire quels sont les risques de la cybercriminalité, comment reconnaître un spam, etc. Ça serait aussi intéressant parce que ça permet d'anticiper et de ralentir l'impact de cette cybercriminalité. Mais bref, je vais lui envoyer un petit mail. De toute façon, il va sûrement écouter notre podcast, donc très bien. Jean-Louis, abonne-toi, partage à tout ton entourage. Continue d'écouter. Voilà, exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y aurait au niveau du cyberharcèlement, il y aurait une peine complémentaire au niveau de l'article 5 pour être précis, qui bannirait des réseaux sociaux les gens qui sont responsables de cyberharcèlement. Et ça serait de 6 mois à 1 an en cas de récidive. Et ça, ouais, c'est très bien, mais je me dis, surtout en voyant l'état de Twitter aujourd'hui, jamais ça va être techniquement faisable, quoi. Donc on verra. Même si c'est très bien. Ensuite,
c'est un peu fourre-tout, j'ai l'impression, ce filtre anti-arnaque. Il y en a un autre qui souhaite encadrer les nouveaux types de jeux en ligne sur le Web3, donc liés à la blockchain et aux cryptos. On avait parlé de Sorare il y a quelques épisodes, donc le jeu français de cartes à collectionner de fantasy to football, donc un peu comme les albums Panini, sauf qu'en plus de juste avoir des autocollants, vous pouviez faire jouer, donc c'est ce qu'on appelle le fantasy football, créer votre équipe de 5 personnes et les faire jouer contre d'autres, et éventuellement racheter, vendre des cartes qui gagnent en valeur. Et ça, donc récemment, il y a, je sais pas, 1 ou 2 mois, Sorare est passé entre les mailles du filet et n'a pas été classifié comme jeu d'argent. Donc, on va voir ce que ça va donner sur le plus ou moins long terme, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses sur le Web3 et les cryptos où on peut faire des paris Border, sur un peu tout et n'importe quoi. C'est border parce que juste j'imagine qu'ils n'ont pas la même législation enfin ils n'ont pas de législation du tout que la FDJ ou le PMU qui eux sont des pratiques hyper encadrées et voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu injuste. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Protéger les enfants. Donc ça, très bien. La première, et ça fait un moment qu'on en parle, c'est le blocage de tous les sites porno qui ne vérifient pas l'âge des utilisateurs. Et je sais que pour ça, il y a beaucoup de parlementation sur comment est-ce qu'on fait. Une des pistes, c'est te demander de mettre soit tu donnes ta carte d'identité et tu l'envoies, soit via carte bleue aussi, parce qu'on peut reconnaître a priori ça. Il demande pas l'autorisation des parents, ça pourrait être marrant ça. Ouais, j'avoue. Je certifie que mes enfants, ouais, c'est clair. Ouais. Jean-Louis, 43 ans, qui demande s'il te plaît, maman. Et donc ça, pourquoi pas, c'est juste pour la mise en place. Et pareil, tu vois, avec le VPN, c'est tellement facile de contourner ces trucs que voilà, on verra ce que ça va donner. Dans le même type d'éléments, il y a aussi la vérification de l'âge des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Bon courage les mecs, notamment voilà Twitter qui a, je sais pas si vous le savez, ils ont viré beaucoup de gens censés encadrer ce genre de choses, donc leur équipe éthique, etc. Donc là c'est un peu chaud. Et ce qui est, mais là où finalement ça serait faisable, c'est qu'ils mettent des amendes en face. Et qu'il y aurait notamment 1 an d'emprisonnement et 250 000 euros d'amende pour les... ah non, pardon, ça c'est pour les... c'est un peu mélangé cet article, ces prises de notes. C'est pour les sites porno pour les sites qui ne retirent pas les contenus pédopornographiques. Ça me paraît... Enfin, en fait, je trouve ça assez fou que ça soit pas déjà le cas. En fait, pour moi, j'étais persuadé que c'était déjà le cas, que voilà, tu héberges du contenu pédopornographique, tu te fais shooter directement. Donc j'étais assez étonné là-dessus. Mais bon, tant mieux, si ça arrive, très bien. Et voilà. Et ensuite, le troisième point, donc soutenir les entreprises et les collectivités. Il y a 2 points. Le premier, c'est que lorsque vous êtes une entreprise et que vous prenez un abonnement chez par exemple Google Cloud ou Amazon ou SAP, il y a des chances que vous allez mettre toutes vos données et qu'ensuite si vous dites tiens, j'irais bien voir chez la concurrence, vous allez galérer pour sortir vos données et les remettre. Et donc ça, l'idée c'est que l'État veut reprendre la main et obliger en fait les hébergeurs et les fournisseurs cloud à fluidifier un petit peu tout ça, à interdire les frais de transfert et encadrer les avoirs commerciaux. Donc ça, c'est une bonne idée parce qu'en plus, il y a moyen que ça favorise la concurrence de manière positive. Donc ça serait bien. Et l'autre élément, et si vous avez un hébergement sur Airbnb, vous allez avoir une petite larme qui coule. C'est créer une base de données unique qui recense les activités de meublé de tourisme. L'idée, c'est bien sûr de réguler, de pouvoir que les collectivités puissent réguler tout ça plus facilement. Et parce que ça, là, actuellement, la limite, c'est 120 nuitées par an. Donc voilà. Et Airbnb, bien sûr, celui qui domine le marché, n'est jamais noté.
mais forcément, c'est lui qui est carrément ciblé, quoi. Et C'est l'éléphant dans la ouais, pièce, comme on dit. exactement. Et c'est assez marrant parce que du coup, le but, c'est que ça soit live avant les Jeux Olympiques de 2024. Et je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui avaient prévu de dire ah bah tiens, pendant ces 2 mois-là, je vais laisser mon logement, le mettre sur Airbnb et bam, Eh ouais. ça va y aller, quoi. Donc on va voir, c'est possible que ça refroidisse pas mal de gens. Et le dernier, qui est un peu plus classique, c'est bloquer les sites visés par les sanctions internationales. Et là, c'est plutôt en lien avec la désinformation, tous les fake news qui sont partagés. Et notamment, actuellement, on a RT France et Sputnik, qui sont des médias complètement russes, qui sont frappés par les sanctions internationales. Et l'idée, si c'est mis à l'échelle européenne, c'est que ils soient bloqués partout pareil, en fait. Ça peut faciliter, tout ça. Et l'idée, c'est que on a l'Arcom qui est le gendarme Des médias, c'est des ça? médias, un truc comme ça. C'est lui élargir en fait ses compétences pour pouvoir leur donner plus de compétences pour pouvoir interdire ça, quoi. Comme tu disais, Rémi, c'est très très varié. Il y a vraiment à boire et à manger là-dedans. Oui, Est-ce complètement. que, du coup, à ton avis, ça a des chances de marcher? Alors, du fait qu'on soit en Europe, du fait que de la variété de ce qui est introduit là-dedans. Quel est ton avis là-dessus? Franchement, oui, en fait, il y a un peu de tout et de rien. Et le problème à chaque fois avec ces idées qui sont écrites en disant allez, ça, on va foncer, ça va y aller, ça a l'air, enfin, il y a pas de solution technique en fait de dire ben voilà, pour faire ça il faut faire ça 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 ça. Donc Hmm. je pense que ça donne les bases. Après bon, j'imagine que le plan il en est qu'à ses débuts, il vient juste d'être annoncé et donc ils vont sûrement creuser ça, etc. Donc il y a deux choses. Soit ça va devenir une usine à gaz et ça va être impossible à mettre en place et du coup ça va tomber à l'eau. Soit ils vont trouver enfin voilà, plusieurs étapes pour être conforme à ces éléments et ça va le faire. Moi, le gros challenge que je vois, c'est au niveau des réseaux sociaux, la vérification de l'âge. Euh, Autant Facebook, il y a moyen qu'ils le fassent parce que bah voilà, s'ils ont viré plein de monde, mais je pense qu'ils sont assez carrés, ils ont envie de continuer à faire du business avec la France et l'Europe. Autant Twitter, ça va être quand même plus chaud, quoi. Sauf si Elon Musk commence à s'en aller, mais ce qui n'a pas l'air d'être le cas du tout. Hmm. Euh, je vois pas comment ça va être réalisable, quoi. Et après la cybercriminalité, bah ça, si, en fait le problème c'est que c'est bien beau d'avoir des plans comme ça, mais il faut avoir des moyens en face. Et j'imagine que tu vois la gendarmerie nationale, la police, ça m'étonnerait qu'ils aient une écoute de 200 ou 1000 policiers qui soient formés à tout ça et qui puissent interagir. Je pense que ça doit être une équipe de 50 gars qui sont passionnés, qui doivent bosser des heures interminables et voilà, qui sont pas assez pour faire ça. Ouais, Donc on il y a un verra. vrai sujet de moyens et de Ouais, capacité à faire, en fait, quoi. ouais, exactement, exactement. Donc bon, écoute, on verra. Moi, je trouvais ça, au début, ça m'a fait marrer, c'est pour ça que je voulais en parler. Mais en fait, en y réfléchissant, il y a plein notamment sur la pédopornographie, je pensais vraiment que c'était, voilà, C'était réglé, quoi. voilà, que c'était réglé, que tu étais Enfin, ceci hébergeur. dit, ouais, en fait, je pense que c'est plus l'utilisateur que l'hébergeur qui est attaqué aujourd'hui. Alors, Ouais, peut-être. Et du coup, là, ça serait les hébergeurs. ouais, c'est pour Donc, ça que t'as cette mm, impression peut-être ah ben tiens, ouais, c'est bizarre que c'était pas en place, mais je pense qu'effectivement, les consommateurs mm, sont les premiers attaqués. Alors oui, ils devraient en être pareil pour les hébergeurs, t'as complètement raison. ouais, tout à fait. Faut attaquer Tout le à fait. problème à la source. C'est peut-être plus, ouais, moi je sais pas si c'est plus simple ou pas à faire, quoi. Ouais, je sais pas. En tout cas, je sais, enfin, moi, je suis pas mal d'experts en cybersécurité Hmm. sur Twitter, ça les a fait pas mal marrer. Mais bon, c'est facile de se moquer aussi, quoi. Donc, Ouais, ouais. parce que C'est voilà, mieux bon, que de c'est un rien faire, ça politique. c'est. C'est exactement, c'est mieux. On pourrait rester les bras croisés. Au moins, ils font des trucs, ils essayent. J'espère que ce sera pas juste des paroles en l'air, mais qu'il y aura voilà des vraies choses qui en sortiront, parce que ça peut être que positif d'avoir une meilleure expérience sur Internet, quoi. Et puis c'est ce qu'on attend quand même aussi des pouvoirs publics, hein. C'est-à-dire qu'à un moment Complètement. donné, on interagit en permanence avec des services. Euh,
comment dire, c'est supranationaux, c'est-à-dire qui sont en dehors de notre État et qui sur lesquels finalement on est parfois plus ou moins obligé de les utiliser. Et en fait, si à un moment donné notre État ne prend pas quelques initiatives pour essayer de nous protéger nous au milieu, effectivement, ils sont complètement dans le rôle là-dessus, quoi. Donc oui, effectivement, on peut être sarcastique et puis on peut se dire, mais ouais, je pense que c'est déjà se poser ces questions et puis essayer de trouver des pistes, ça peut servir de base et de moyen de pression à certains des sites. Aujourd'hui, on a bien vu qu'il y a Airbnb, aussi gros soit-il, il est capable de plier devant la ville de Paris et de payer une taxe de séjour annuelle parce que sinon s'il a plus Paris, quoi, c'est. Non mais voilà, donc on a des leviers, mais c'est vrai que si on l'ouvre pas et si on propose rien, forcément on sera jamais considéré. Donc voilà, je pense effectivement ça. Je suis comme toi, j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein, même si en lisant ça vite fait et avec un œil d'expert, on peut se dire non mais attends, il faut jamais y arriver. C'est la liste de courses, quoi, avec plein de trucs. Ouais, c'est ça. Et puis j'ouvrais un petit peu de ça et tout. Mais voilà, la vérité, je pense qu'elle est un petit peu plus nuancée que cela, et qu'il y a des moyens de pression, effectivement, comme tu disais, du fait qu'on soit un marché important. Et puis voilà, effectivement, ils sont aussi dans leur rôle de faire ce type de proposition. Exactement. Et puis ça les met aussi dans une posture où ils peuvent dire, bah voilà, nous on a demandé, c'est les services qui veulent pas prendre les mesures qui peuvent vous arranger, vous, consommateurs français ou européens. Donc tout ça, je pense que même stratégiquement, c'est quand même plutôt malin de le faire, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, Rémi. Et ben écoute, très très bon sujet, très bon sujet. Ouais. Je pense qu'on va suivre ça dans les mois qui viennent, si ça décolle. Parce que c'est vrai que les secrétaires du numérique, c'est quand même des sièges éjectables à chaque fois, à chaque remaniement, à chaque truc. Tu sens que c'est pas des fonctions qui sont encore peut-être considérées à leur juste mesure par rapport à au poids du numérique. Malheureusement, au poids, exactement. Ouais. Donc voilà, espérons que Jean-Noël puisse finalement mettre à profit certaines de ses idées, et en tout cas les insuffler dans les différentes discussions et projets de loi, quoi. Tout à fait. Ouais. Super. De quoi on parle la semaine prochaine, Rémi? Je sais pas, toi nous dire. Tu gardes la surprise ou est-ce que tu es sûr de ton sujet? Alors, je suis sûr du sujet de mon sujet. Si tu le dis, t'es obligé de le préparer. Bien sûr, on va parler d'IA. On va parler d'IA la semaine prochaine. Ouais. Ce qui me laisse à peu près énormément de sujets que je peux potentiellement traiter. Donc voilà, ça peut dépendre aussi de l'actu. Mais j'ai quelques sujets au chaud que je voudrais te partager. Donc voilà, on en reparlera la semaine prochaine. Mais c'est on parle de sujet. Avec grand plaisir. À la semaine prochaine alors. Salut Rémi, à la semaine prochaine. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.